Alors, le sujet de notre table ronde est bien sûr sur les collectionneurs de dessins, sauf qu'à cette table, nous n'avons pas de collectionneurs que de dessins. Ce sont des collectionneurs qui enrichissent plus largement leur passion, avec aussi bien les arts plastiques, la photographie, les arts premiers pour le premier qui est juste à ma gauche. Donc en fait, le dessin n'est qu'une facette de leur collection. Donc nous allons essayer de les faire parler surtout sur le dessin. Et nous avons quand même une chance inouïe, c'est d'avoir une très bonne édition de Drawing Now. Je peux dire ça puisque Christine n'est plus là, donc je peux le dire. Pour moi, c'est une des plus belles éditions par la diversité de ce qui est présenté sur les deux niveaux. Et donc là, on a largement de quoi faire nos emplettes pour les collectionneurs fous de bonnes feuilles ou d'œuvres d'art graphique. Alors, nous avons autour de cette table 3 collectionneurs. À ma gauche, Antoine de Galbert, qui est le président de la Maison Rouge. Vous connaissez sans doute ce lieu de la Bastille où justement le dessin est souvent mis en valeur. Antoine de Galbert a même monté une exposition monographique d'un dessinateur, Jérôme Zonder, qui a révélé tout le talent de cet artiste contemporain. Juste à ses côtés, Sandra Egedus, je ne sais pas si je prononce correctement, puisque c'est son nouveau nom, je la connaissais plutôt sous le nom de Muliez, d'où le nom de Sam, qui est le Sam Art Project, qui correspond à son nom de Muliez. Et Sandra va nous expliquer justement ce que c'est que ce projet. Non, 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 ça je pense que c'est trop privé, ça ne nous regarde pas, comme disent les comiques. Et puis François Michel, qui est collectionneur d'art contemporain, qui fait partie de la DIAF, cette association de collectionneurs français d'art contemporain, qui expose en ce moment, c'est déjà ouvert, à Villeurbanne, une partie de leur collection. On y reviendra quand on parlera de tout ça. Alors, histoire de se mettre en jambes, dites-nous, quelle est l'importance du dessin, les uns et les autres, dans votre collection? Si on peut parler en pourcentage ou en taux d'émotion lorsqu'on regarde ces chefs-d'œuvre. Si on parle en pourcentage, il faut parler de quantité. C'est un peu vulgaire de dire combien on a d'œuvres. Mais... Je n'irai pas jusque-là, surtout dans le cas d'Antoine, où je sais que la collection est pléthorique. J'ai environ, je sais pas, 400 dessins, je pense, ou 500, je sais pas. Mais qui couvre un panel très très large. Mais oui, et puis dont l'existence s'explique et légitimée par différentes raisons. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un dessin d'un artiste très connu parce que je ne peux pas acheter une œuvre importante de cet artiste. Et donc ça, je pense qu'on y reviendra sur la notion de prix. C'est extraordinaire parce qu'on peut trouver un dessin de Fontana à 2000 €. C'est peut-être cher pour certains, mais enfin, dans l'absolu, c'est pas cher. Et puis, il y a aussi des artistes qui ne sont que dessinateurs, et il y en a de plus en plus, comme Jérôme Zonder. Et puis autrement, c'est parce que c'est le geste, c'est le Lascaux de l'art, quoi. C'est le geste. Et autre aussi raison, après j'arrête peut-être, mais c'est l'art brut, parce que moi je suis passionné d'art brut. Et le monde asilaire, le monde des prisonniers, le monde des bateliers, le monde des gens qui ne sont pas équipés avec des matériaux de dessin, de peinture, etc., font beaucoup de dessins. Donc, on va revenir sur tous ces points. Il y a plusieurs critères de choix d'avoir des dessins. D'accord. Sandra? Je ne peux pas dire les pourcentages, j'ai aucune idée, et j'ai aucune idée de combien de dessins j'ai. Mais j'aime beaucoup, c'est vrai que c'est accessible. Et je reviens beaucoup au dessin et à la peinture. Alors qu'à un moment, j'étais beaucoup sur des installations, mais ça m'attire de plus en plus. Et je crois que j'achète de plus en plus de dessins et de peintures. D'accord. On parlera d'ailleurs de ces liens des deux supports tout à l'heure pour voir leur complémentarité ou au contraire leur différence. François Michel? Oui, c'est un peu difficile de dire le nombre, de calculer le nombre de dessins qui sont dans notre collection. C'est de plus en plus important parce qu'en fait, il y a de plus en plus d'artistes qui travaillent autour du dessin avec ce médium et qui ne travaillent d'ailleurs qu'avec le dessin. Et c'est une partie qui nous intéresse beaucoup.
Sinon aussi, l'autre aspect, c'est que le dessin accompagne les œuvres des artistes. C'est leur moment de recherche en fait. Et nous aimons bien aussi avoir une vie dans la durée avec les artistes. Et donc en fait, des œuvres comme des sculptures ou des peintures sont accompagnées par des dessins dans une sorte d'ensemble en fait qu'on constitue autour d'un artiste en particulier. Si j'ai commencé par vous parler de pourcentage, de nombre d'œuvres par rapport à la totalité de votre collection, c'est parce que vous n'êtes pas monomaniaque, n'êtes pas omnubilé par le support papier. Or, on a de plus en plus de collectionneurs qui, justement, concentrent leur collection. Je pense bien évidemment à Florence et Daniel Guerlain, qui, eux, ont revendu une partie de leurs photographies, de leurs grandes sculptures, de leur jardin, au profit du seul dessin qu'ils ont donc donné au Centre Pompidou, qui circule un petit peu partout dans le monde, et pour lequel ils ont fait un prix du dessin contemporain. Donc ça veut dire qu'on peut quand même se limiter à ce seul type de support. Donc vous nous avez dit l'un et l'autre, et vous avez employé de beaux mots, gestes, idées, expériences. Donc c'est quoi le dessin pour vous? Qu'est-ce que ça apporte de plus qu'un autre support? Je pense que le dessin, c'est une proximité immédiate avec le travail de l'artiste. C'est vrai, tout à l'heure a été évoqué Lascaux, c'est un premier geste. Souvent, le dessin peut être une étude, et le dessin aussi en tant que dessin médium principal pour un artiste, on voit tout de suite par le trait, par l'exécution même du dessin, ce que veut nous dire l'artiste en fait. Et en fait ça c'est une chose assez importante quand on veut un peu pénétrer la recherche d'un artiste et puis être à ses côtés un peu aussi dans la durée. Donc je pense que c'est un médium idéal pour ça. Avec la photographie par exemple, on a une certaine distance. Avec la peinture, une technique. Avec une installation, on est aussi peut-être un peu dépassé. La sculpture, c'est autre chose aussi. La vidéo aussi, il y a l'écran. Le dessin aussi est quelque chose de très palpable. Il y a des très grands formats évidemment, mais aussi on peut avoir des feuilles très facilement comme ça, à portée de main. Il y a aussi une autre chose aussi dans le dessin qui est intéressant, ce sont les cahiers en fait, les livres d'artistes qui sont composés de dessins. Et donc tout ça participe à la proximité qu'on peut avoir avec ce support en fait. Est-ce que l'idée d'un dessin préparatoire, même si c'est beaucoup plus valable pour la peinture ancienne finalement que pour l'art contemporain, mais est-ce que je vois Sandra qui me fait non, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'artistes contemporains qui se servent du dessin, mais quand même, il y a beaucoup de dessins qui sont faits que pour être un dessin. C'est ce que je voulais dire. Donc, je finis ma petite question, puis après, on en parle comme d'un débat. Est-ce que le fait d'être un dessin préparatoire est une notion importante pour vous? Est-ce que c'est un plus, le fait d'avoir été un élément préparatoire pour une chose peut-être plus aboutie, donc de quelque chose de plus spontané? Oui, tout à fait. On a d'ailleurs dans notre collection des dessins qui sont des dessins préparatoires à des installations, par exemple. Et on a, là j'ai remarqué, par exemple, un très, très beau Morlaix qui est un dessin préparatoire. Formidable. Et ça, on a tout de suite envie de l'acquérir parce que on est vraiment dans le travail. Ceux qui pensent à dessin investissement, à mon avis, c'est voilà, s'il n'a pas été vendu depuis hier soir, il faut acheter ça. C'est un tout petit dessin qui est à la galerie Aline Vidal ? Oui, chez Aline, oui. Puisque c'est un dessin des années 60 qui reprend ce que sera plus tard le logo du Centre Pompidou en 77. Donc c'est assez génial le côté prémonition quasiment qu'a eu Morlaix en faisant ces 5 petites barres avec une diagonale dessus. C'est vraiment une des œuvres absolument géniales pour Morlaix, qui est un grand artiste, mais qu'on ne s'attendait pas à voir dans ce minimalisme d'intervention. Et pour continuer aussi par rapport à l'étude, en fait, on a par exemple je pense à une pièce d'Ardouin qui s'appelle Amnésie, qui est un ensemble de pots de fleurs et de lettres avec composés de fleurs.
on a en fait différents dessins de cette pièce. Et en fait, c'est assez intéressant de voir comment il s'y est pris, en fait, parce que c'est sa démarche. En fait, il a mis d'abord ça sur le papier, et puis ensuite il a réalisé son œuvre. Et donc là aussi, c'est en fait être aussi dans le travail de l'artiste. Voilà. Sandra, tu voulais réagir sur la notion de carnet d'artiste? Oui, parce que non, c'est par rapport, par exemple, à certains projets que j'ai fait. Alors, je ne sais pas comment ça marche. Voilà. Par exemple, Adrien Villaroras. Adrien Villaroras, il sculpte, il fait des grandes installations, comme on a fait aux Tuileries. Seulement, il fait des dessins hallucinants. Il a eu l'année dernière les prix Canson. Et pour ces projets, ça, c'est des projets qui est arrivé, qui a été fait, mais j'ai tous les dessins des projets qui n'ont pas été faits. Et j'ai 15 dessins d'Adrien qui laissent une trace de tous ces travaux, des résidences qu'il est resté des mois et des mois, et toutes les autres sculptures, autres projets qui auraient pu être faits aux Tuileries, mais c'est celui-ci qui a été fait. Alors, puisqu'on y est, et gardons la photo le grand obélisque, ou alors le Olivera, allons-y, oui. Et Olivera, pareil, il a fait des dessins, il a étudié cette pièce avant de faire cette installation in situ. Il y avait 5 différentes, et j'ai les dessins d'esquisses auraient pu être. Qui n'ont pas été réalisés. Et qui n'ont pas été réalisés. Est-ce qu'on peut expliquer pour les gens qui ne sont pas familiers avec le Samar Project, et vous avez tort de ne pas être familier avec le Samar Project, c'est quoi? Depuis quand est-ce que ça existe? À quoi ça sert? Comment c'est choisi? Comment les artistes sont choisis? Et à quel rythme il y a donc ces présentations d'œuvres? Le Samar Project, c'est un projet que j'ai créé en 2009, 100% sans but lucratif, qui reçoit des artistes des pays non européens et non Amérique du Nord, c'est-à-dire toute l'Amérique latine, l'Afrique, l'Asie, en résidence à Paris, et on développe des projets avec eux qu'on montre surtout au Palais Tokyo. Et cette année, on fait 5 expos. Donc on a 4 résidents. Et les prix SAM, donc les prix SAM, c'est pour un artiste de la scène française qui, lui, souhaite aller développer un projet ailleurs. Donc c'est l'aller-retour. Les étrangers, on reçoit en résidence, et les Français, on les envoie voir ailleurs ce qui se passe. Donc comment est-ce qu'on les choisit? On les choisit avec un comité. Donc c'est ça, ce qui est le plus intelligent à faire, c'est bien s'entourer. D'ailleurs, c'est la semaine prochaine qu'on va se réunir pour choisir les artistes qui viendront l'année prochaine. Chaque membre du comité apporte une proposition. On regarde ça ensemble, on va voter, et ceux qui ont les plus des voix vont venir. Et que deviennent les œuvres une fois qu'elles ont été installées? Elles sont ensuite détruites? Dans le cas du Olivera, je sais que le Palais de Tokyo Olivera, il est là depuis 3 ans, oui, presque 3 ans. C'était censé durer 3 mois, ça fait presque 3 ans, et voilà, je ne sais pas combien de temps, mais après, elle sera probablement détruite. En tout cas, Samart est sans but lucratif, donc on ne garde rien, et il n'y a pas de contrepartie. On peut voir les autres images qu'on a fait rapidement défiler. Ça, c'est les prix SAM, c'est Angelica Marcoul. Ça, c'est une œuvre qui est en train d'être montrée en ce moment en Argentine. Elle a fait les tours du monde, elle a été montrée en Pologne, au Palais de Tokyo. Beaucoup de succès. Ça, oui, c'est toujours Angelica. Ça, c'est Hannah Bertram, une artiste australienne qui travaille avec la poussière. Donc, on voit quelque chose de très décoratif comme en papier peint, mais c'est entièrement fait en poussière. Une partie qu'elle a apportée d'Australie, et la poussière aussi qu'elle a récupérée dans son atelier au Palais de Tokyo, dans des églises à Paris, pour faire ça. Alors ça, c'est ce qu'il y a actuellement au Palais de Tokyo. C'est les derniers prix SAM 2014 Luigi Beltram. Les derniers en cours, hein, donc ça sera montré l'année prochaine, mais ça, c'est Luigi Beltram et le Brujo. Et les derniers résident, Martin Sotocliment, qui a créé ce nouvel espace qui est devenu un bar, qui
s'appelle les Babars au Palais Tokyo. Donc c'est entièrement fait avec des collants tendus des femmes. Il travaille avec des objets trouvés. Je crois qu'Antoine, tu en as dans ta collection, Martine. Oui. Voilà. Bon, là c'est... Alors donc pour revenir au dessin, est-ce que tous ces créateurs passent par le biais du dessin et du coup, est-ce que c'est toi qui gardes du coup l'ensemble, le souvenir de ce qui a été réalisé ou non réalisé? Je garde, si soit je les achète, soit il y en a qui me laissent comme souvenir. Par exemple, Eduardo Basualdo, quand on a fait son projet, il m'a laissé 2 dessins parce qu'il a voulu, mais il y en a qui je garde rien du tout. Mais ça dépend de l'artiste. Je ne demande rien. Mais ça correspond bien donc au chapitre qu'on évoquait justement sur ces dessins préparatoires des œuvres d'art. Est-ce qu'il y a d'autres dessins que tu collectionnes qui n'ont rien à voir avec des sculptures réalisées par la suite? Mais bien sûr, à chaque fois, je vais... là, j'ai acheté des dessins. J'ai acheté des dessins des artistes que j'ai déjà dans ma collection. Puis, j'ai découvert d'autres. Et c'est abordable. Et on peut faire ça... avec un coup de cœur spontanément, parce que je pense que les prix sont abordables et c'est plus facile que dans un bronze énorme d'acheter un petit dessin. Est-ce que c'est toi qui choisis seul cette collection? Est-ce que tu as des conseillers, des gens qui viennent repérer un peu pour toi? Et ça va nous permettre d'aborder justement comment est-ce qu'on achète ces dessins. Tout ce que j'achète, c'est parce que j'aime. J'ai aucun conseiller sauf ma tête. C'est tout. Est-ce que je peux poser la même question à Antoine? Non. Alors, c'est comme si tu prends un décorateur, quoi. C'est la honte. Non. Écoutez, il y a suffisamment de conseillers en revanche, pour des collectionneurs. On a tous des amis. La question. On a tous des amis, des gens qu'on aime et qu'on peut écouter. Ça c'est tout à fait... l'art se partage avec d'autres, donc parfois on me dit viens voir, j'ai vu un truc génial. Donc tout est évidemment, on n'est pas des génies, mais non, le conseiller c'est l'anti-collection, quoi. Enfin, ou alors c'est ce qu'on appelle des acheteurs, des investisseurs. Ça n'a rien à voir avec ce que nous sommes, je pense, tous les trois. Oui. Est-ce que dans ton cas, on peut parler justement de cette complicité que vous avez, puisque vous êtes 2 à collectionner? Qui choisit? Est-ce que l'un doit persuader l'autre ou bien chacun a sa collection privée? Non, chacun n'a pas sa collection privée. Au début, oui, il y a eu deux collections, mais elle s'est vite rassemblée. Ça, il y a de longues années. Mais en fait, on a à peu près le même regard, en fait. Quelquefois, parce que aussi, ce qui est intéressant dans l'achat, en fait, c'est aussi se dépasser aussi un peu. Nous, on aime bien découvrir de jeunes artistes, donc découvrir des choses qui sont inconnues, dans un langage, dans un vocabulaire qui est pas encore pratiqué. Donc il faut un certain temps et il faut savoir se dépasser, s'effrayer aussi un peu de temps en temps. Donc être 2, ça aide en fait, parce que dans un achat, il y a le premier regard, quelque chose qui fait que ça fait tilt en fait. Et puis ensuite, il faut raisonner en fait ça. Moi, je ne crois pas vraiment à l'achat impulsif comme ça, ou au coup de cœur. On entend souvent ça, coup de cœur. Non, c'est pas comme ça que ça se passe en fait. C'est regarder, c'est aussi comprendre en fait. Et comprendre, c'est effectivement parler avec les gens qui sont autour de nous, les marchands, les artistes quelquefois aussi, les amis collectionneurs, parce que c'est vrai qu'on cause beaucoup entre nous. Et c'est vrai que avec les années, souvent on nous dit, eh ben, voilà, il y a une pièce qui est pour vous, voilà. Ça correspond pas toujours, mais quelquefois oui. Et enfin voilà, pour répondre à ta question, c'est vrai. C'est quoi la logique? Qu'est-ce qui dit j'ai besoin? C'est pas un besoin malheureusement, enfin ou heureusement, c'est pas un besoin, mais pourquoi j'achète ça? Pourquoi je crée une ligne dans ma collection? Alors, une ligne dans la collection, ça c'est quelque chose d'assez difficile dans notre cas, parce qu'on est curieux un peu de tout.
parce qu'on aime aussi l'art conceptuel ou des choses beaucoup plus sensibles, on va dire, ou un peu expressionnistes quelquefois aussi. Pas de médium non plus, ça peut être de la vidéo, ça peut être de la peinture, des installations, des sculptures. Donc en fait, la ligne, après coup, on peut voir une ligne peut se découvrir, mais on n'achète pas une œuvre comme on achète un timbre dans une collection pour boucher un trou parce que ça manque en fait. Non, c'est en fait c'est aller à la découverte de quelque chose d'inconnu. En fait, c'est ça le plus excitant. Enfin, pour nous, c'est toujours découvrir un artiste, le suivre le plus longtemps possible. À un moment, quelquefois, on peut plus parce que ou c'est trop cher, ou peut-être aussi l'artiste nous convient plus aussi, ça arrive. Mais en fait, il y a c'est cette expérience-là qui nous anime. En fait, c'est la découverte d'un travail inconnu. Un vocabulaire inconnu. Mais est-ce que c'est pas ça que le grand public appelle un coup de cœur? C'est aussi la découverte. D'un seul coup, on voit un truc qu'on connaissait pas, on se dit ah, c'est génial, j'ai envie de ça. Je sais pas moi, hier soir par exemple, j'ai découvert les dessins d'Alain Bublex. Je connaissais les photographies, je n'avais jamais vu de dessins préparatoires, de ces dessins de composition d'Alain Bublex. Là, je peux dire, moi, hier soir, j'ai eu un coup de cœur. Oui, enfin, ce qu'on entend souvent par coup de cœur, c'est ah, j'aime, j'achète. En fait, nous, ça se passe jamais comme ça. En fait, c'est ah, il y a quelque chose qui nous intéresse, qui nous intrigue, et on prend le temps, en fait. Ce qui est très dur aujourd'hui, d'ailleurs, de prendre le temps. On prend Pourquoi le temps. c'est dur? C'est dur parce que tout de suite, les artistes un peu intéressants sont pris par des différentes galeries, des collectionneurs, etc. Les prix montent et où les pièces les meilleures pièces sont parties déjà dans les collections. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une course par rapport au temps qui se fait. Mais je pense que, dans mon cas, c'est nécessaire de prendre un certain recul. Et on ne peut pas comme ça regarder quelque chose et puis se dire oui. Bon, peut-être que pour revenir dans le cadre du dessin, peut-être que parce que le dessin c'est moins cher, c'est aussi moins encombrant aussi d'une certaine façon. On peut acheter pour voir en fait. On se dit tiens, voilà, on regarde, on voit. Mais en ce qui nous concerne, on fait pas ça de toute façon. Antoine, oui, vas-y. Non, je pense juste pour rebondir un peu ou compléter, la notion de coup de cœur, elle peut exister après 30 ans de regard. Mais à ce moment-là, elle est étayée par une mémoire visuelle, par une culture visuelle. Et à ce moment-là, c'est pas mauvais d'avoir un coup de cœur. C'est mauvais quand on est trop jeune, quoi. Hein, donc, c'est un peu comme, souvent il y a des métaphores, c'est un peu comme dans la vie. Et je pense qu'au bout de 30 ans de regard, on peut se permettre le coup de cœur. Parce que notre culture visuelle et notre subjectivité limite énormément. Moi, dans une foire, je vois 3 stands qui m'intéressent. Alors qu'il y a 30 ans, tout m'intéressait et j'étais perdu. Donc je pense qu'il faut quand même garder cette capacité à tomber amoureux d'une œuvre. Mais il y a un moment où effectivement, voilà. Donc c'est pas totalement, je suis pas tout à fait d'accord. Ouais. Et pourtant, quand on a vu la dernière exposition, qui était ta collection accrochée sur les murs, quasiment au kilomètre ou au mètre linéaire, tout mélangé, on n'avait pas l'impression qu'il y avait une ligne particulière. Non, mais ça, c'était pas une exposition, c'était une contre-exposition. Oui, d'accord, mais on voyait quand même la collection. Jamais je referais ça. Certes. J'ai fait ça pour critiquer tout ce qui vient polluer le regard artistique, c'est-à-dire le marché ou les excès du marché, la mode, la notoriété. Et j'ai mis des choses que j'achèterais plus du tout aujourd'hui. Mais que tu possèdes et que tu ne revends pas. Bah, ça peut arriver, c'est pas une honte de revendre. C'est pas bien quand la revente devient un métier, mais après tout, tous les collectionneurs ont le droit de revendre. Enfin, il n'y a pas de moralité. Tant qu'on n'est pas en prison, c'est qu'on ne fait pas de choses horribles. Hein. Non, mais enfin, je ne suis pas un vendeur, c'est évident. Mais ce que je veux dire, c'est que
c'était pas une exposition. Oui. Mais il n'empêche que cette collection que l'on a vue partait un peu dans tous les sens. Il n'y avait Oui, pas parce que j'ai montré plus de 30 ans d'acquisition, et une collection, c'est une entité vivante. Un être, c'est quelqu'un qui évolue, qui change, dont les goûts changent en pire ou en mieux. Et donc, c'est l'histoire d'un morceau d'une petite vie. Mais, comment dire, c'était une sorte... Ce que j'ai voulu dire, c'est un peu comme les gens qui ont eu une vie avant, hein, par exemple, qui ont aimé quelqu'un, qui ont été mariés ou je ne sais quoi, et qui disent du mal. Et les collectionneurs sont spécialistes de ça, de renier le déni, le reniement de ce qu'ils ont été, alors qu'en fait, moi, j'aime tout ce que j'ai fait. Simplement, aujourd'hui, il y a une partie de ces œuvres que je ne rachèterai pas. Mais j'ai du respect pour moi, et donc, plutôt pour elle, donc pour moi, quoi, hein. Comment, dans une collection comme la tienne, on arrive à faire cohabiter des ensembles relativement cohérents, comme l'art brut, par exemple, qui est vraiment un ensemble très fort dans la collection, enfin, dans ce qu'on a pu voir de la collection, et puis d'autres choses qui relèvent du corps, qui peuvent relever de la transformation du corps, justement, puisqu'il y avait beaucoup d'œuvres dans ce sens-là. Est-ce que ce sont dans ta tête des ensembles cohérents? Est-ce que tu te dis, il me faut acheter de l'art brut, je vais aller dans un salon d'art brut parce qu'il me faut étayer, compléter. Non, je ne suis pas du tout comme ça. C'est un bordel animiste, comme disait je ne sais plus qui. C'est-à-dire que je sors le matin et je peux aussi bien acheter je sais pas, un objet d'art populaire. Non, j'ai aucune règle. Et par ailleurs, je ne vis pas avec elle, je vis avec 2% de ma collection. Autour de moi, j'ai 5 tableaux et 3 objets. Donc c'est tout ça et comment dire, très virtuel, quoi. Alors justement, c'est une des parties que je voulais qu'on aborde dans cette discussion. Comment vit-on avec ce dessin? Le dessin, c'est pas comme la peinture, hein. Ça a besoin de certains moyens de protection. Il faut savoir l'accrocher, il faut savoir le présenter. Certains collectionneurs le gardent de manière très secrète, hein, dans des carnets, dans des albums. D'autres, au contraire, sont très exhibitionnistes, vont choisir des grandes feuilles très spectaculaires. Comment tu vis avec cette collection et particulièrement avec le dessin? Moi, je fais aucune distinction, donc je peux pas répondre. Évidemment, si une œuvre est fragile, on la met pas au soleil ou on la cache. Mais moi, je suis peut-être comme mes deux amis. On va leur poser la question. Uniquement dans le contenu, c'est-à-dire que je suis touché par le dessin, mais il faut quand même faire la part du dessin avant le XXe siècle, parce qu'il faut savoir quand même que la fonction sociale du dessin a beaucoup évolué. Le dessin, autrefois, tout le monde apprenait à dessiner. On disait d'ailleurs autrefois mauvais dessin, mauvaise peinture. Donc un peintre ne pouvait pas ne pas savoir dessiner. Aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Donc on achète un morceau de l'âme d'un artiste, un moment de l'artiste. Et c'est parfois très touchant en dessin, mais pas, comment dire, je fais aucune distinction de médium. Tu dis que tu vis avec très peu d'œuvres, mais est-ce que tu renouvelles régulièrement cet accrochage, ce choix? Oui, mais je le fais de manière... j'ai un étage où je change, parce que qui me sert un peu professionnellement à faire des dîners et trucs, et je change régulièrement, et c'est mon assistant qui le fait. C'est-à-dire, je lui Délègue. dis... complètement. Ah bon, sauf s'il ressort un truc vraiment dont j'ai du mal à assumer. Et donc je fais ça et j'adore ça. Donc je lui dis, voilà, on fait un mur de dessin. Et donc, sans lui dire la thématique ni quoi que ce soit. Il va chercher son dessin, et là je l'ai fait avec la photo. Mais en règle générale, j'exagère un peu, mais oui, je change un peu. Ouais. Michel? Nous, on vit dans le noir, en fait. À cause du dessin? Enfin, d'une certaine façon, oui. C'est vrai qu'on ne peut pas le mettre au soleil, donc les dessins sont relégués dans les chambres ou dans les couloirs. En fait, c'est comme ça qu'on peut les conserver. Ce qui est aussi pratique, quelquefois avec les dessins, c'est qu'effectivement on peut les laisser en carnet ou bien dans des cartons, en fait. Et donc ils peuvent être dans un coin, ce qui n'est pas possible avec la photographie, moins aisée à manipuler.
Voilà comment on vit avec les dessins. Et est-ce que vous êtes un peu comme ces bibliophiles férus de rareté, où dès qu'il y a un visiteur qui vient, allez, viens voir, j'ai ça, et qui sort secrètement de la bibliothèque le livre qui ne me laisse absolument pas présager ce qui est à l'intérieur, et vous montrez avec délectation justement ces feuilles? Oui, ça peut arriver. Ouais. Enfin, je pense notamment avec une boîte, avec une œuvre pour nous magique de Vera Molnar qui fait 4,10 m de longueur, dans une sorte de rouleau en fait. Et ça, c'est quelque chose que oui, on montre comme ça avec beaucoup de plaisir. Sandra, toi de ton côté, comment sont présentées les œuvres chez toi? J'ai un problème avec les trucs très clean, machin. En fait, il y a une cumulation. J'arrive pas. J'échange tout le temps parce qu'il y a tout le temps. Mais c'est vrai que dès que je vois un espace vide, j'ai tendance à tout mettre. C'est pas vraiment l'œuvre toute seule dans un mur, non. Il y a des couches comme dans une fouille archéologique. Il y a comme ça des strates d'œuvres, et même au plafond, et même par terre, et même partout. Comment vous réagissez aux transformations d'ailleurs de ce médium, le dessin, où on voit bien qu'il y a de plus en plus de personnes qui s'y intéressent, les prix montent, les salons sont une source quand même importante de sensibilisation du public au dessin. Est-ce que ça commence à devenir un médium cher ? On peut trouver de très très belles feuilles à des prix raisonnables. Ici, dans le salon, j'ai demandé quelques prix, c'était encore raisonnable. Alors, la difficulté vient aussi de certains artistes qui sont uniquement dessinateurs et qui donc développent leur œuvre à partir de ce médium. Et donc là, les prix sont beaucoup plus importants parce que c'est leur médium en fait, et aussi parce qu'il y a un intérêt vraiment important pour ça aujourd'hui. Donc ça devient un petit peu problématique. Enfin, on a un artiste en ce moment qu'on aime beaucoup, enfin depuis longtemps d'ailleurs, mais qui en ce moment heureusement pour lui, mais malheureusement pour nous, devient assez cher, et puis aussi les formats deviennent très grands aussi. On n'est plus dans le format de la feuille qu'on peut mettre dans un carton à dessin. Maintenant, le dessin couvre un mur. Certains dessinateurs, d'ailleurs, utilisent le mur comme support. Cet été, j'ai vu à Marseille une œuvre de Marc Boer qui était absolument fantastique, qui couvrait un mur de 5 mètres de hauteur, quoi. Là, pour revenir à notre dessinateur préféré qui s'appelle Dovalouche, chez la Fondation Ricard, il y a des formats qui sont très très grands, enfin, ou photographie ou dessin, parce que lui, il joue assez subtilement sur tout ça. Mais donc effectivement, l'intérêt aujourd'hui pour le dessin, l'intérêt des artistes aussi pour ce médium, fait que, comme dans toute bonne économie, les prix montent et nous on a du mal à suivre. Voilà. Non, c'est la faute aussi des gens comme Antoine de Galbert qui prennent un Jérôme Zander et font une méga exposition. Après. Fait pour ça. Tu es toi-même collectionneur de Jérôme Zander? Oui, mais depuis le départ, et effectivement, j'en ai beaucoup. Même dans l'expo, il y en avait 5 ou 6 au moins. Et alors, comment on vit justement cette hausse des prix qui devient même problématique parfois, non? On la vit bien quand on a su acheter avant. Parce qu'il ne faut pas être hypocrite. Même si on n'est pas spéculateur, c'est toujours sympa d'avoir une œuvre on ne regrette pas, quoi. Et puis tant pis, sinon on peut plus acheter. Mais c'est l'histoire du monde. Enfin, moi, je passe ma vie à louper des trucs, à ne plus pouvoir acheter quelque chose. Mais il y a une telle production qu'on peut se consoler. Mais moi, par exemple, ma plus grande peine, c'est Victor Hugo, par exemple. C'est pas du tout un gamin des Beaux-Arts. Victor Hugo, moi, quand j'ai commencé, ça valait 10 000 francs. Même pas. Enfin,
Et j'avais à l'époque pas un sou, donc de toute façon 10 000 francs c'était beaucoup pour moi. Je pouvais de toute façon pas l'acheter. Et aujourd'hui c'est le prix d'une maison. Donc il y en a 2 très beaux au salon du dessin ouais, qui est à la bourse en ouais, ce moment. Mais voilà. Donc on passe notre vie à louper, et finalement c'est pour ça que notre métier, c'est un lapsus, que notre passion est excitante, c'est parce qu'on peut pas tout avoir. Moi si j'étais un milliardaire, je ne serais pas collectionneur. Comment jugez-vous l'action des musées en faveur du dessin? Est-ce que vous trouvez qu'ils en font suffisamment, pas assez, qu'ils loupent des choses? Comment vous réagissez? Il y a un effort qui a été fait, notamment au Centre Pompidou, avec l'espace d'art graphique, qui est assez dynamique. Pas assez ouvert, à mon avis, à la création. Enfin, ça, c'est le problème des musées. À la création contemporaine, tu veux dire. Contemporaine, oui. C'est le problème des musées un peu français et parisiens en particulier. Ils font. Au Centre Pompidou, notamment, il y a un effort qui est fait assez important. Donc au niveau de la galerie d'art graphique, et puis aussi au niveau des sortes de couloirs là, ou même dans la présentation globale d'ailleurs d'art contemporain. Et puis aussi il y a à travers la France des FRAC, des musées qui exposent. Vous parlez du FRAC Picardie. Voilà, du FRAC Picardie, j'y pensais. Ouais, tout à fait. Pendant 6 ans. Tout à fait, oui. C'est quand même assez incroyable. Ils ont des milliers de dessins. Voilà. Est-ce que tu peux expliquer l'orientation, justement, que le Cointre et toute l'équipe... Non, mais parlons, puisqu'on était en train de parler de province. Il y a plusieurs choses à dire. D'abord, dans le monde muséal, chez les historiens de l'art, le dessin était quand même peu considéré, puisque c'était quand même des esquisses, des ébauches, Voilà, maintenant, ça a changé. Et entre autres, ça a changé. Au FRAC Picardie... qui est dirigé par Yves Lecoing, d'ailleurs, qui était là ces derniers jours. C'est un des seuls FRAC à ma connaissance qui est monocanal, c'est-à-dire qui n'achète que des dessins. Et là-dedans, il a acheté des Basquiat il y a 25 ans. Enfin, donc il faut le signaler. Et des grands murs dessinés aussi, qui font partie de la collection. Et je crois, malheureusement, d'après ce qu'il disait, que son grand projet de centre du dessin est un peu encalminé. Enfin, je ne sais pas comment on doit dire ça, mais on va voir. Et quant au musée, je crois qu'il s'intéresse au dessin que quand il s'agit d'artistes immensément connus qui ne peuvent plus acheter. Mais c'est quand même relativement rare qu'ils achètent des très jeunes en dessin. Mais il y a les Palais Tokyo, par exemple, qui montrent du dessin. Oui, tout à fait, mais le Palais de Tokyo qui ne collectionne pas, bien sûr, mais qu'on peut voir. C'est important. Ils montrent du dessin parce que les jeunes sont beaucoup dans le dessin. D'ailleurs, en ce moment, il y a une très belle expo. Oui, bien sûr. Ouais. Entre autres avec Thibaut de Gialouli. Oui, mais donc là, je pêche un peu. Je parlais même pas de lui. Que je vais pas. J'ai l'impression de me mettre en valeur, mais c'est un jeune artiste génial. Ouais. Et qu'il faut aller voir à tout prix au Palais de Tokyo. Oui, essayons d'expliquer juste un peu. Donc Thibaut est un artiste qui fait de grandes installations rassemblant des dessins très percutants en général, avec pratiquement de la propagande politique, enfin des thèmes politiques à l'intérieur. Et il a été invité dans une exposition qui s'appelle Double Jeu, qui est une sorte d'enquête policière parlant des métiers d'art, dans le cadre donc des journées des métiers d'art, et il a donc une très belle œuvre à Double Jeu. Juste encore parler un tout petit peu, j'ai une anecdote très drôle parce que je l'ai connu à son diplôme des Beaux-Arts. Et mon ami Alberola, qui est son prof, me dit viens, il m'appelle, il me dit viens, c'est un gamin génial, il a fait un Hitler sans moustache. Alors moi, ça m'a quand même intrigué. J'y vais, il y avait un mur de 57 dessins, photos, petites peintures, enfin un petit peu dans l'esprit de ce qu'il y a au Palais de Tokyo. Et moi, alors là, je tombe pour le coup, peut-être à tort, je sais pas, amoureux, coup de cœur, à la fois du type qui est absolument génial et donc le problème, c'est qu'il n'avait jamais rien vendu de sa vie. Donc moi, j'arrive avec mes gros sabots, et donc j'ai pas su quel prix lui proposer, parce que je voulais pas ni surpayer ni l'arnaquer, parce que et lui-même était incapable de me donner un prix. Donc j'ai appelé son prof, donc Jean-Michel Alberola, et il m'a donné un prix, et voilà, j'ai acheté au prix fixé par le maître. Ouais, c'est génial, non? Comment vous repérez justement ces jeunes créateurs qui utilisent le dessin?
c'est quoi le vecteur le mieux? Parce qu'il faut bien donner des conseils. Je pense que là, dans la salle, il y a des collectionneurs de dessins ou des amateurs de dessins qui aimeraient bien se lancer. Comment est-ce qu'on commence une collection? Quels sont les repères? Comment on trouve la mine qui va nous Les permettre... beaux-arts, c'est pas mal. Hein. J'ai trouvé, d'ailleurs, dans l'atelier d'Alberola, des jeunes artistes qui j'ai acheté là-bas. Dans les expositions des nominés. Oui. Hein? Oui, enfin, c'est la fréquentation des galeries, évidemment. Je pense qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans les galeries. Et puis, concernant le dessin, qui est pas toujours bien montré dans les galeries, ben, il faut savoir demander aux marchands, rencontrer les artistes. Et je pense qu'il y a aussi un événement annuel qui est le Salon de Montrouge, qui est assez important. À nos yeux, parce que c'est un lieu de rencontre, hein, et puis aussi un lieu où on rencontre, où on voit aussi de nouveaux artistes, de nouveaux talents. Ça, c'est important pour nous, par exemple. Galerie et salon. Il faut dire quand même tout simplement qu'il faut acheter ce qu'on aime, mais que si on a la chance d'avoir de la vision, du nez et du goût, ben, tant mieux. Si on l'a pas, tant pis, mais il n'y a pas d'autre solution que d'acheter ce qu'on aime. Et je dis ça parce que c'est en achetant qu'on apprend. Dans les arts primitifs, par exemple, si on n'achète jamais, on peut pas apprendre. Enfin, on peut pas. Même si on se trompe et qu'on achète un faux et que... À un moment ou à un autre, il faut, dans les antiquités, c'est plus flagrant que dans l'art contemporain, mais c'est acheter qui apprend. Parce qu'une fois qu'on se coltine le machin chez soi et qu'on s'est trompé, on se retrompe pas deux fois. Et c'est vraiment des travaux pratiques. La collection, c'est quelque chose on est avec les œuvres, on les touche, on les palpe, on les mange. Et donc c'est pas uniquement cérébral, c'est pas possible, ça n'existe pas. La collection, ça se vit et on se plante, mais on vit, voilà, comme dans la vie. Autre conseil à donner, faut-il plutôt acheter des historiques ou des vraiment émergents? Est-ce que c'est la niche qu'il faut viser ou au contraire suivre les vagues? Il faut acheter ce qu'on aime. Chacun doit savoir ce qu'il aime, si c'est historique ou émergent, parce qu'après, on vit avec. Donc, si ça monte, les prix descendent, ou si on a un machin, mais si on aime, on s'en fout. On vit avec. Ce qu'il y a quand même, c'est que le spectre est tellement large qu'on devient fou. Il faut nécessairement un peu étroitiser son... D'abord, sinon il faudrait être richissime, d'une part, et puis en plus, on ne peut pas tout savoir. On est obligé... Alors de là à être un collectionneur qui achète que des tableaux rouges ou verts, ça m'ennuierait, mais en même temps, plus la collection est réduite, pas réduite au terme... spectre. Plus le spectre est étroit, plus meilleur on est, plus on peut être un excellent collectionneur. Et est-ce que vous êtes d'accord? Mais moi, je vois tellement de collectionneurs qui me disent ça, donc je pense que oui. Mais je repose quand même la question, faut-il avoir un spectre étroit? Ne faut-il pas aller dans toutes les directions, papillonner d'une œuvre à une autre? Moi, je peux encore répondre parce que je crois qu'il y a une réponse, c'est que le monde de l'art est tellement immense que si on n'a pas une règle, on devient fou. On devient fou, c'est pas possible. D'abord, on ne peut plus être informé aujourd'hui comme on l'était quand il y avait 5 ou 6 pays qui avaient un art contemporain. Donc nécessairement, il faut adopter des règles. Alors, soit c'est une règle formelle, soit c'est une règle de mouvement, on est conceptuel, on est art brut, on est rouge ou blanc, soit c'est une définition plus subjective, qui est une définition plus psychanalytique, je dirais, et qui touche à l'autoportrait. C'est-à-dire que moi, par exemple, je m'intéresse qu'à des choses très particulières. J'ai absolument tort. C'est-à-dire que je sais très bien que l'histoire n'en confirmera que même pas un dixième. Mais ça me ravit parce que ça me va, quoi. Et donc je passe devant Aurélie Nemours, qui était une immense artiste, on en parlait tout à l'heure, que je trouve magnifique, mais je ne l'achèterai jamais, j'ai aucun doute. Et je me trompe, parce que je ferais mieux de l'acheter plutôt que d'acheter un type. Donc, quelle est la définition alors du coup de ton spectre? C'est quoi le sujet? Ça, je n'en parlerai pas. C'est ma vie privée, donc, et je ne le sais même pas moi-même. Mais c'est que dans une foire, au bout de 10 minutes, j'ai vu ce qui était pour moi. C'est cette sensation que l'œuvre a été faite pour moi.
Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas faite, malheureusement, pour avoir un avenir extraordinaire, mais c'est comme ça. Et ça au gré des catalogues d'exposition du Musée des Beaux-Arts de Lyon ou d'exposition chez toi, on commence quand même à cerner cette intuition. Il y a une autre chose à dire très importante, c'est que ça dépend depuis quand tu collectionnes. Si tu as 50 collections derrière toi, c'est normal d'avoir aucun artiste très connu. Si tu as 30 ans, s'il n'y a aucun artiste connu, c'est que tu n'es pas bon. C'est une évidence, parce qu'à moins de faire exprès, quand on achète beaucoup, il y a nécessairement, même sans faire exprès, enfin, il y a nécessairement un pourcentage dans la masse, il y en aura un de bons qui sont devenus connus. Donc s'il n'y a que des inconnus 30 ans après, c'est qu'on est mauvais. Il y a un paramètre que tu n'as pas évoqué dans ce prisme, c'est le paramètre géographique. Est-ce que c'est important d'aller voir ce qui se passe dans des scènes du sud-est asiatique, en Chine ou ailleurs? Enfin, répondez, mais moi j'ai quand même une réponse, c'est qu'il y a des scènes totalement artificielles qui sont bâties depuis l'Occident. Alors, par exemple, si on prend l'Inde, par exemple, c'est pas du tout un pays qui est fait pour l'art contemporain. Enfin, moi, je connais très bien l'Inde. Il y a effectivement quelques artistes, mais tout le marché indien est téléguidé de chez nous Occident. Donc, mais en revanche, voyager, mais il faut à tout prix voyager. Mais tu vas en Chine, il y a un artiste sur 10 qui est réellement passionnant, alors qu'on parle de la Chine tout le temps. Et est-ce que ça peut avoir un intérêt de bâtir une collection centrée sur l'Amérique du Sud? Tout à l'heure, tu parlais justement. Non, c'est pas un critère. Pour moi, c'est pas un critère. Oui, un artiste. C'est un spectre pour ton prix, pour ses prix. Enfin, je t'interromps. Oui. Mais justement, elle a décidé. Voilà, c'est l'Amérique latine ou l'Afrique. Et donc, tu as limité pour que ton prix ait plus de cohérence. Si c'était le monde entier, c'est la cohérence du prix, mais pas de ma collection. Ce sont deux choses complètement différentes. C'est-à-dire, mais au même temps, quand on voit l'œuvre d'Adrián Vilarrojas qui est argentin, on ne dit pas « Ah, c'est une œuvre typiquement argentine ». Ça n'a rien à voir. Et c'est pour ça que cet artiste est intéressant. On s'en fout d'où il vient. Il s'avère qu'il vient de là-bas. Je veux donner la visibilité à quelqu'un qui vient d'ailleurs, parce que sinon il n'aura pas cette visibilité-là. Mais ce qui m'intéresse, c'est qu'il est universel. On s'en fout d'où il vient quand on voit son œuvre. Il n'y a plus d'école régionale et il n'y a plus d'école. Le drapeau a quasiment disparu. Sauf dans l'art populaire, primitif, etc. Mais dans l'art contemporain, il y a une globalisation qui fait que la nationalité est devenue totalement secondaire. Et dernière question liée peut-être justement à ce regard extérieur et international. Est-ce que vous avez le sentiment que le dessin est mieux traité ailleurs, là où vous allez, qu'en France? Non, non, vraiment pas. Nous, on connaît un petit peu la scène suisse. En Suisse, ils sont très bien traités aussi. En Allemagne aussi, on voit beaucoup de dessinateurs, beaucoup d'expositions de dessins. Je pense pas qu'il y ait... dans ce que l'on peut voir, un endroit meilleur ou moins bien, quoi. Et pourtant, nous avons quand même assez peu de musées spécialisés dans le dessin. Gravelines l'est pour l'image imprimée et pour les multiples, mais on a peu finalement de musées d'aquarelle, du musée de dessin en France. Ouais, peut-être pas, mais en fait, il y a beaucoup d'expositions de dessins. À travers les FRAC, on a eu Marc Boer, on a eu donc Dov Alouche plusieurs fois, on a eu... le dessin est quand même montré, et montré dans tous ces médiums aussi, parce qu'en fait, le dessin, c'est pas seulement le crayon, ça peut être le pastel, ça peut être aussi la photographie, dessin, ça peut être des installations. On a vu ça à Clermont-Ferrand, au FRAC l'an dernier. Normandie aussi, le FRAC Haute-Normandie a fait beaucoup d'expositions sur le dessin. Tout à fait. Donc c'est vrai que c'est un médium qui est montré, et d'autant plus que c'est la nouveauté depuis quelques années. Il y a des artistes qui sont uniquement presque que dessinateurs, qui font des installations d'ailleurs, mais avec du dessin, ou des énormes formats avec du dessin, qui ne travaillent qu'avec le dessin. Est-ce que vous iriez jusqu'à la BD ? Pour mon cas, non. Moi, je n'ai pas cette limite entre dire art conceptuel ou autre chose.
je suis capable, enfin je pense qu'on est capable de regarder à peu près tout. Après, il y a peut-être une ligne qui se dessine, mais à vrai dire, c'est pas notre problème. On n'est pas une institution, on n'a pas à faire une œuvre, nous. Hein, on a à recueillir des œuvres, mais on n'a pas à faire une œuvre, nous. Donc, je pense qu'il faut avoir cette liberté de tout regarder, enfin, si on en a envie. Donc j'ai paumé ta question. Est-ce que vous iriez jusqu'à acheter une œuvre de BD? Non, alors oui, ça c'est la limite. La BD, le street art, ça c'est une chose qu'on ne regarde pas. Comme l'art chinois, par exemple, qu'on ne regarde pas non plus, parce que c'est vrai que c'est complètement inintéressant, enfin, grosso modo. Vous allez réagir dans la salle. Hein. Je les garde encore une seconde et Juste après on vous laisse le une mettre. petite chose aussi, c'est que c'est un peu normal que les musées ne soient pas monocanal ou monocano, comme on dit. Monocana, parce que ça n'a pas de sens. En fait, on ne peut pas collectionner un dessin de Morlaix à côté d'un dessin de, je sais pas, de Claude Lévesque, j'ai n'importe quoi. Moi, j'avais fait une expo sur les néons à la Maison Rouge, qui avait été un gros succès de visiteurs, mais on a été très critiqués par tous ceux qui avaient un profil d'historien, qui ont trouvé que ça n'avait aucun sens, que le choix du monomédium avait aucun sens. Et alors, dernière chose aussi, au FRAC Picardie, j'y suis plus, mais Yves avait introduit une définition du dessin qui était plus large que celle qui est historique. Il y avait des néons, il y avait des dessins animés, il y avait des... Donc à la fin, on avait vraiment... Ce qui touchait à l'écriture, peut-être, voilà, plus que sur le dessin, la feuille de papier et le dessin dessus. Hein. Voilà, donc c'est assez intéressant, quoi. Oui. On a envie d'ailleurs de voir toute cette collection qui est quand même très très riche et qu'on ne peut pas voir dans son intégralité aujourd'hui, bien sûr. Alors, le temps imparti nous est déjà compté, je ne sais plus quelle est l'expression. Auriez-vous des questions à poser à nos collectionneurs ici présents? Oh là là, les mains se lèvent, c'est formidable. Alors, je ne sais pas s'il y a un micro qui circule ou si je descends avec le mien. Merci. Avec tout le respect que je vous porte, ça commence mal. J'ai un vrai problème parce que je vous entends exprimer votre passion pour l'art, le dessin, tout ça, mais cette passion s'appuie un peu sur ce que vous êtes comme personne. Je ne sais pas, avec votre propre sensibilité, votre propre histoire, votre environnement. Et je vous pose la question, en même temps, vous êtes des citoyens et vous avez une vision, sûrement, pas des partis politiques pour qui on vote ou on ne vote pas, mais vous avez une vision de la société, des problématiques historiques, de la relation entre l'art et la société, sens large, hein, à la Victor Hugo, si on veut. Donc, je voulais vous demander, vous que ces deux éléments cohabitent, sûrement dans chacun de vous, comment ils cohabitent? Parce que, sincèrement, je suis artiste, si je devais travailler pour la sensibilité d'une personne, et en direction seulement de ça, ça me poserait problème, avec tout l'affection et le respect que je peux avoir pour elle, vous voyez? Et j'ai l'impression qu'on place l'art dans une relation d'individu à individu, pas vous, hein, mais disons d'individu à individu, comme cela, il se relationne seulement à la sensibilité personnelle. Si ce n'est pas comme ça, et dit comme ça, alors voilà. Je vais répondre très rapidement, mais là on parle de collection privée, donc on ne parle pas de musée, donc ça veut dire que oui, mais moi je suis un citoyen, je fais beaucoup de choses, et quand j'achète une œuvre à un jeune artiste, c'est un geste social, c'est un échange entre une œuvre et de l'argent, donc on est quand même très ancré dans la société, et par ailleurs, moi je gère un lieu public pour le public. Mais je crois que dans tout ce qu'on a acheté, nous, il y aura une certaine partie de nos acquisitions que l'histoire, et c'est ce que vous voulez dire, je pense, c'est que l'histoire reconnaîtra, et toute une autre partie
Mais ça ne veut pas dire que les artistes travaillent pour nous. Enfin, moi, un artiste travaillerait pour moi, enfin, vous voyez, je pense que c'est pas incompatible. Je comprends ce que vous dites, mais il n'y a pas d'incompatibilité entre le plaisir d'un amateur, il s'agit, on parle de notre vie privée, plus ou moins, et puis l'avenir, le devenir d'une œuvre. Je vois pas d'incompatibilité, en fait. J'ai mal compris. Mais on est dans la vie, oui, on est dans la vie, dans le monde social. Et puis je travaille avec des artistes sans arrêt, quoi. Puis aussi être collectionneur, c'est une forme d'engagement dans la société parce que en fait nous, avant même souvent les institutions, on s'engage par rapport à des artistes, on les soutient et on les soutient donc financièrement évidemment, mais aussi dans leur sensibilité, dans leur recherche. Et ça, c'est à mon avis un très grand lien social en fait. Et ça, c'est une chose importante. On a tous des amis artistes depuis de longue date. Moi, j'ai des amis depuis des décennies. Et parfois, justement, parce qu'ils ne créent pas pour moi, ils m'emmènent avec eux vers des routes, vers des évolutions qu'a priori, je ne comprends pas. Mais comme je les aime, j'essaie de les comprendre. Donc, c'est plutôt l'inverse. C'est nous qui allons vers eux, je crois. Oui. En ce qui me concerne, ma partie privée, et ça, c'est ma liberté totale. Je trouve que c'est très important, cette liberté des soutenir ou aimer ou acheter ce qu'on veut. Et puis, il y a Sam, qui est un engagement total, non-for-profit, avec les artistes du monde entier. Et voilà, hein? Mais c'est un rôle dans la vie parce que ils sont en train de créer quelque chose, pas pour moi, mais pour être montré et leur donner une visibilité en France et en Europe. Donc c'est une opportunité pour des artistes qui n'ont pas accès à être dans les mainstream. On peut être une star au Paraguay, mais personne ne sait qui est cette personne ici en France. Donc l'effet de pouvoir prendre cet artiste qui souffre de ces manques de visibilité et l'amener ici à Paris, développer avec lui un projet pour que tout le monde puisse profiter, c'est un vrai engagement. Surtout que ce n'est pas pour ta collection privée. Du tout. Voilà. Il y avait une autre question par là, oui. Madame, oui, je vais le lancer rapidement parce que j'ai un train à prendre dans quelques instants. Je vais être très bref, mais j'ai deux questions. Une première question, est-ce que vous considérez que le collectionneur est un utopique? Quelle est la place de l'utopie? Et la deuxième question, sur les regrets. Quels sont les principaux regrets des collectionneurs? J'ai entendu un peu d'ambivalence parce qu'Antoine de Galbert a bien dit que, d'une part, une œuvre qu'on a ratée, on en trouvera une autre. Un amour perdu, il y en a 100 qui nous attendent. Mais il a en même temps dit que Victor Hugo, c'était Saint-Sébastien pour lui, qu'il était couvert de flèches quand il pensait à Victor Hugo, s'il l'avait raté. Voilà. Mais je ne vais pas être plus long, mais est-ce que le regret, c'est d'acheter trop cher? C'est d'avoir raté une œuvre? C'est d'avoir revendu une œuvre, etc. etc. Je devrais développer. Je n'ai pas le temps. Je ne sais pas. Utopie, c'est une évidence, mais non, il y a une chose que j'aime dire souvent, c'est qu'en tout cas, il y a des regrets, bien sûr, mais c'est qu'il n'y a pas d'erreur. C'est-à-dire, on ne regrette pas en général ce qu'on a acheté, c'est très rare quand même. Si on l'a acheté, ouais. Ou alors s'il y a erreur, c'est par rapport à qui, par rapport à quoi? Non, mais je n'ai pas beaucoup de réponses. Tu veux répondre? Non? Oui, enfin l'utopie, ça me semble tout à fait vrai. Enfin, on est en quête comme ça d'une chose, enfin d'une beauté extrême, d'une découverte qui serait fabuleuse. Est-ce que vous avez le sentiment, en créant un ensemble qui au départ n'existe pas et qui n'existe que par votre pensée, parce que vous avez associé telle œuvre et telle œuvre et telle œuvre, est-ce que vous avez le sentiment de faire œuvre?
Pas vraiment, mais le sentiment de faire quelque chose, oui. Je pense qu'il ne faut pas se mettre à la place des artistes non plus. Mais bon, sans faire de psychanalyse, c'est vrai qu'une collection, c'est un miroir. Donc, dans mon cas, c'est un miroir partagé avec quelqu'un, mais c'est effectivement un miroir. Même si on n'a pas une ligne facile à déceler, et d'ailleurs tant mieux, mais c'est effectivement... et en fait, on recherche toujours, bon, c'est une utopie, mais aussi on se recherche toujours dans sa collection. C'est évident. Je pense que nous avons nos obsessions, et ça se répète. Donc, on cumule des choses qui correspondent à ces thèmes-là, et donc ça crée comme un portrait. C'est pas œuvre, mais je sais pas, pour moi, c'est comme mon petit pays. Oui. Et est-ce que vous n'avez pas peur que ce portrait disparaisse avec vous, c'est-à-dire après vous, ce rassemblement que vous avez voulu, que vous avez constitué, va disparaître, les œuvres vont être séparées. Donc ça aura été éphémère. Moi, ce qui me fait peur, c'est pour les œuvres qui ont une valeur qu'à mes yeux. C'est-à-dire qu'il y a des œuvres qui sont inscrites dans le marché. Si tu as un Fontana, bon, aucun problème. Soit c'est vendu, soit c'est donné à un musée, soit aucun problème. Mais toutes les œuvres qui sont liées à des amitiés, donc qui sont liées à un regard subjectif et qui n'ont aucune valeur de marché. Et moi, c'est mon cas, évidemment. J'en ai plein qui valent pas un sou, qui ne valent quelque chose qu'à mes yeux. Là, c'est une véritable angoisse. Et qu'est-ce qu'on peut faire pour les sauver ? Eh bien, je me demande bien. Parce que moi, j'ai des enfants et évidemment, ils veulent le Fontana. Ils veulent pas mon copain que j'ai connu il y a 30 ans, qui buvait, qui est un loser total et que j'adore, mais dont l'œuvre ne sera... Tu vois, donc il y a des angoisses qui ne sont pas celles qu'on pourrait croire. Le fait de disparaître, de toute façon, tout ça, et on disparaît tous, et voilà, c'est pas très intéressant. Mais au même titre qu'on ne peut pas jeter un livre, même s'il est pas terrible, moi je peux pas jeter un livre, même si c'est un mauvais livre, je peux pas le jeter. Je sais pas, c'est une sorte d'éducation peut-être, eh ben, on peut pas jeter une œuvre. Donc qu'est-ce qu'on fait ? C'est-à-dire ? Le dessin va prendre place dans un portfolio, même s'il est modeste, personne ne l'aime. Mais l'installation, elle encombre dans les musées. Les nanars d'Antoine de Galbert. Bien, merci. Écoutez, vous avez eu la chance là d'avoir des collectionneurs qui se sont mis à nu. C'était quasiment une séance de psychanalyse. Merci beaucoup de votre attention. À bientôt.